Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer la professeure Diane Tapp, professeure et chercheure à l'Université de Laval, directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin et co-directrice du Réseau québécois de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie, le RQSPAL. Avant de vous laisser la parole, professeur Diane Tapp, pour que nous puissions vous connaître, moi et les auditeurs, et avant de vous présenter, de nous parler de votre parcours, de votre cheminement, j'aimerais vous remercier sincèrement d'avoir accepté notre invitation et pour votre intérêt envers notre podcast. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous. Cet épisode s'annonce vraiment intéressant. Bienvenue, professeur Diane Tapp. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Donc, professeur Diane Tapp, moi, j'ai pris le temps quand même on s'est rencontrés une fois, mais j'ai vu un petit peu votre parcours. J'aimerais que les auditeurs vous connaissent un peu mieux. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours général afin que nous puissions mieux vous connaître? Oui, je suis native de la Gaspésie, d'un petit village qui s'appelle Rivière-au-Renard, de 3500 habitants, donc d'une grande famille, un père pêcheur. Donc, je suis issue d'un milieu où la recherche universitaire, même les études universitaires, c'est pas si commun. Les gens vont étudier et parfois ne reviennent pas ou reviennent après plusieurs années. Donc, je suis issue de ce milieu-là où j'avais pas tant de contact avec la recherche ou le milieu universitaire. Donc, je suis devenue infirmière. J'ai fait ma technique à Gaspé, technique en soins infirmiers, avec toujours cette volonté-là de poursuivre mes études. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Même, j'ai choisi les soins infirmiers en étant au moment où il y a eu des programmes de doctorat qui se sont développés en soins infirmiers. Donc, j'étais vraiment très intéressée à poursuivre. Je n'avais pas envie d'arrêter d'étudier. C'était ça, en fait, mon moteur, de toujours apprendre puis de continuer à me développer. Donc, c'est ce qui m'a amenée en soins infirmiers. J'avais pas envie de faire de choix sur la thématique. C'est vraiment ce qui m'a amenée en soins infirmiers, c'est que j'étais passionnée par la psychologie, médecine, pharmacie. J'aimais aussi beaucoup la kinésiologie, toute la notion du corps, la corporalité, la médecine alternative. J'étais vraiment intéressée par plein de choses. Puis, pour moi, les soins infirmiers étaient le meilleur non-compromis, en fait, où on pouvait se développer ou être intéressé ou accompagner les personnes dans cette recherche de santé, mais globale. Et j'étais aussi beaucoup intéressée par la philosophie. J'ai même hésité au bac entre philo et soins infirmiers, mais j'ai finalement choisi soins infirmiers en me disant, bon, j'aurai toujours le temps de poursuivre mes études en philo. Je suis arrivée au bac, puis j'ai eu une opportunité de faire un stage de recherche. J'étais infirmière aussi à l'Hôtel-Dieu de Québec, faire un stage de recherche avec l'équipe de Lise Filion. Et c'était un stage en soins palliatifs, en recherche en soins palliatifs avec un étudiant en médecine. On a développé une formation, mais vous comprenez que j'avais aucune formation en soins palliatifs. Mais le but, c'était de développer une formation en soins palliatifs pour des cliniciens. Puis c'est là, en fait, que j'ai été, je dirais, initiée ou en tout cas, j'ai compris qu'est-ce que pouvait être se développer en soins palliatifs. Puis j'ai fait maîtrise, doctorat et je suis maintenant prof depuis quelques années à l'Université Laval.
C'est super intéressant, mais il y a plein de choses que vous me partagez là, mais je suis un peu curieuse de savoir, est-ce qu'il y avait un intérêt particulier envers les soins palliatifs ou c'est plus le projet qui vous a été présenté pour Ouais. développer quelque chose en soins palliatifs qui vous a attiré, ou il y avait déjà un intérêt particulier pour les soins palliatifs? Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de me spécialiser. J'étais au bac, donc je travaillais à l'urgence. J'étais vraiment dans une perspective de je veux aller récolter le plus d'expérience possible. Par contre, j'étais très intéressée par les soins palliatifs. Je disais, en fait, je dirais même que j'avais pas d'appréhension ou pas d'a priori sur ce qu'étaient les soins palliatifs. Puis en tant que telle, j'étais différente de mes collègues. J'aimais assez bien avoir des patients en soins palliatifs. Puis même en étant à l'urgence, j'avais vraiment exactement, c'est ça, développer cet intérêt-là. Puis même si je recule en arrière, c'est plus a posteriori que je saisis, en fait, mon intérêt par rapport aux soins palliatifs. Quand j'ai commencé externe au moment de ma formation, j'étais de nuit, ce qui était assez exceptionnel à l'époque. Maintenant, je pense que c'est plus courant, mais c'était comme un projet Oui. pilote d'avoir des externes de nuit. Puis la première nuit, minuit 15 après le rapport, on m'a dit, ben, la première intervention que tu as à faire, ben, c'est des soins post-mortem à un patient qui vient de décéder, puis tu dois te rendre à la morgue. Et c'était OK. la première Vous nuit, étiez première formé? expérience. Pas du tout. Pas Et... du tout. J'avais 18 ans, 19 ans à l'époque. Ça a été quelque chose d'assez marquant, mais j'ai dit, ben OK. Puis nouvel hôpital, je connaissais personne, je connaissais pas le patient. Ça a été quand même assez. Une entrée un peu brusque, là, un peu. Oui, Ouais, absolument, mais en même temps avec une grande naïveté puis une grande ouais. humilité de dire ben je suis là pour ça, puis je vais faire mon travail, puis aussi en fait je dois aussi dire le lendemain, ben après, tu sais, de nuit, bon, on dort là, pendant une partie de la nuit, donc le lendemain, on m'a dit ben va te coucher dans la chambre avec où il y avait eu ce patient-là que j'avais. En tout cas, c'était très sur le plan de Particulier. l'expérience là, ouais, exactement. Ouais. Puis différentes expériences à l'urgence aussi, où ce qu'on a administré des protocoles de détresse, puis ça va avoir été très marquant dans mon expérience ou des situations où on a eu des patients de mort subite, puis on était souvent des jeunes équipes. C'est ce que j'ai été beaucoup amenée. Puis d'avoir à se supporter là-dedans, puis d'avoir des questions de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a bien fait, tout ça, plein de questions qui m'ont amené Ouais. finalement quand j'étais soit tout de suite après le stage de recherche ou à travers mes expériences, ben, me dire, bon, ben, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, finalement. Puis j'avais, somme toute, un grand intérêt, là. Ouais. Mais c'est ça, en tout cas de ce que j'ai compris dans votre parcours, jeune déjà, vous saviez que vous voulez vous intéresser aux soins infirmiers, mais est-ce qu'il y avait des moments de doute? Tu sais, je m'imagine, tu sais, jeune à 19 ans, je rentre dans un hôpital, puis je rencontre ces premières expériences qui sont quand même pas évidentes à Mhm. vivre pour une jeune de 19-20 ans. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de doute où vous saviez que c'était votre passion, c'était ça ce que Ouais. vous vouliez faire, donc il n'y avait pas de doute par rapport aux soins infirmiers? Je dirais mes doutes étaient plus de l'ordre de je savais que j'étais un peu différente. Mes intérêts étaient peut-être un peu différents de mes collègues. Puis c'est pas. En fait, j'avais un grand intérêt pour l'apprentissage, les nouvelles connaissances, tout ça. Puis j'essayais de fitter dans le moule, dans le sens de, comme mes collègues, d'être centré sur la tâche, puis d'être efficace, tout ça. Mais mes doutes étaient plus de dire, c'est donc bien difficile pour moi. Puis j'arrivais Ouais, quand même là, à fournir le travail, mais avec beaucoup de, de stratégies de gestion de ouais, l'anxiété, du stress. Euh, Beaucoup de focus parce que je voyais que c'était plus difficile pour moi d'être efficace, compétente rapidement dans des milieux qui changent beaucoup, avec beaucoup de pression, tout ça. Donc, mes obstacles ont plus été à ce niveau-là de ouais, dire, je sais que je suis
pas comme les autres. Tu sais, j'ai un assistant infirmier-chef là, à l'urgence qui m'avait... Là, il y avait une dame qui voulait... elle avait des traitements, puis là, elle était âgée, puis elle habitait seule avec son chat. Puis en tout cas, il y avait toute une histoire. Oui. Puis j'ai dit, ben, pourquoi on ne peut pas essayer de faire quelque chose pour qu'elle puisse retourner? Puis non, non, là, il y a son chat. Puis là, c'est vraiment important pour elle. Elle plante ça. Puis il dit, Diane, pourquoi tu te poses Toutes ces autant de questions. questions? Ouais. Pourquoi? Tu sais, ce serait tellement plus facile pour toi de juste pas. Penser à Fait tous qu'on ces comprend, tu paramètres sais, puis être axé sur la tâche. exact. Puis en même temps, c'était un excellent infirmier-chef. Là. C'est, en fait, en aucun moment, je remettais. Puis dans le fond, c'était un excellent conseil. Il disait, ben, tu sais, dans la situation, ce qui est le mieux à faire, c'est pas se poser ces questions-là parce que tu as d'autres choses à faire. Puis, mais en même bon, fait que c'était plus ces obstacles-là, de dire est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je vais survivre, puis est-ce que je suis une bonne infirmière au final? C'était plus dans ces Oui. questions-là. Des questions qui encore aujourd'hui Affecté. Oui. ouais. Je suis curieuse de savoir, tu sais, vous passez, en tout cas, moi, quand je vois votre profil, vous passez de la clinicienne vers la professeure chercheur. Donc, on est d'accord que le milieu de la pratique puis le milieu de la recherche sont deux domaines différents. Et je suis curieuse de savoir, ma première question est, est-ce que vous faites toujours de la clinique ou j'imagine avec votre horaire débordé, il n'y a plus de place à la clinique? Ouais. En fait, j'ai continué, somme toute, longtemps à en faire. Dans le fond, à la maîtrise, j'ai arrêté pour être professionnelle de recherche, auxiliaire de recherche, d'enseignement, plus une manière à temps plein. Puis je voulais me développer. Mais au doctorat, je suis retournée infirmière à ce moment-là en soins palliatifs. C'était important pour moi de rester. Puis même en étant engagée comme professeur, j'avais conservé un lien de pratique à la maison Michel Sarrazin, très, 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 très temps partiel. Là, puis c'était un peu bénévole, là, mais c'était important pour moi. Mais maintenant, bon, avec les enfants, tout ça, avec le travail, ben non, je suis plus au chevet des patients comme je l'étais. Et qu'est-ce qui vous a amené, tranquillement, pas vite, parce que j'entends que pendant le doctorat, quand vous avez été, recrutée jeune prof, vous faisiez toujours de la clinique. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui vous a plus amené vers le milieu de la recherche? Est-ce que c'était un choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps pour vous amener vers ce milieu? Je pense que dans mon cas, puis je sais que c'est pas le cas de la majorité, dans mon cas, ça a toujours été clair que c'est comme ça que je voulais contribuer. OK. J'avais un grand intérêt pour l'enseignement, pour la recherche. Puis moi, je me voyais, j'espérais en fait, soit être gestionnaire dans les milieux, avoir un rôle de conseillère ou faire de la recherche typiquement, puis travailler avec mes collègues. Puis si on regarde, s'il y a une trame dans mes projets de recherche, c'est vraiment des projets de collaboratifs où je vais aller travailler avec des collègues. Souvent, mes projets, c'est pas mes projets, c'est les projets de cliniciens qui disent, nous, on a ce problème-là. Tu sais, qu'est-ce que l'université en pense ou qu'est-ce que la recherche en dit? Puis là, on se dit, ben, il n'y a pas grand-chose, on va travailler là-dessus. Donc, si c'est une façon pour moi de contribuer aux soins que de travailler dans la recherche. Parce que je suis convaincue que c'est par là que il y a l'amélioration des pratiques, mais aussi qu'on peut vraiment se développer professionnellement et comme discipline. Donc, je comprends que vous êtes très soucieuse à répondre à des questions ou à quelque chose qui fait avancer vraiment la pratique, à rester Mm. très proche finalement des milieux dans vos collaborations Oui, ou dans vos recherches. oui, absolument. Et ce qui correspond très bien à ce que vous me racontiez tout à l'heure par rapport à vos intérêts de la jeune infirmière Diane qui était dans les unités puis qui se posait toujours, qui avait cet intérêt pour la connaissance, pour le savoir. J'ai l'impression que Mm. la recherche comble aussi, ce besoin finalement que vous avez, Absolument, absolument. J'avais écrit, quand j'étais infirmière, ils faisaient leur planification stratégique. Puis on avait eu la rencontre de la DG, de l'établissement un soir. Là, tu sais, ils faisaient des tournées dans les unités. Puis j'étais allée, puis ils nous avaient dit, ben, amenez-nous vos projets, on veut vous entendre. Genre, ouais. oh, oh! On me le dira pas deux fois. Fait que j'avais fait
un texte avec, bon, on pourrait Ouais. faire ça, on pourrait faire ça, la littérature dit ça, puis on pourrait vraiment se démarquer, puis j'avais comme fait, Ouais. puis je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir à gérer une infirmière si mobilisée et engagée à dire, ça, il faut que ça change, non, 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 on pourrait faire tel projet, puis si vous nous donnez des sous, fait que ça, effectivement, c'est pas nouveau, là, cet engagement-là, mais toujours à travers l'idée de faire des projets, d'innover, puis de se dépasser. Vous êtes aussi directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie, Michel Sarrazin. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette maison, vers cet institut? Est-ce que vous pourrez m'en parler un petit peu? Je pense que cette idée-là d'engagement, de mobilisation, de faire mieux, d'innover, je pense que c'est vraiment ancré. Tu sais, quand on parle de source de motivation, tu sais, d'essence, là, parce que qu'est-ce qui nous amène à vraiment faire ça, pourquoi on le fait? Il y a beaucoup cette idée-là d'innover, de se dépasser, puis d'avoir des projets communs, des projets d'équipe. Fait que pour moi, ben oui, je l'ai fait comme professeur, je le fais encore comme chercheuse avec mes collaborations, mais c'est comme si après quelques années, je me dis, bon, je suis mûre, ou en tout cas, j'ai envie de m'impliquer dans des projets plus gros que moi, mais qui vont aussi avoir des impacts sociaux, en tout cas, j'espère, plus grands. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que je suis devenue directrice de l'Institut. Puis j'essaie de mettre à profit cette volonté-là d'innover, cette capacité-là aussi de rassembler, d'engager, motiver à une structure qui, je pense, a sa place, a vraiment une pertinence, puis qui va être durable aussi dans le paysage québécois. Super intéressant. Puis j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a des bons coups dont vous êtes fiers puis que vous voulez nous partager? Hmm. Euh, c'est c'est, c'est une bonne question. Dans les bons coups, quand je suis allée, après avoir arrêté de travailler comme infirmière, puis quand je suis retournée au PhD, puis j'ai retourné dans les milieux cliniques, j'avais eu des professeurs ou des gens près de moi qui m'avaient dit, ben fais pas ça. Tu ne pourras plus travailler en recherche, tu ne pourras plus te développer, écrire autant d'articles, bon, tout ça. Puis j'avais dit, ben j'en ai besoin, puis je pense que si je veux être professeur, puis je veux être pertinente, ben je dois garder cette pratique-là clinique le plus longtemps possible. Puis aussi, mais une personne, entre autres, m'avait dit, oui, mais tu vas te disperser. Je veux dire, ben, c'est bien, bien intéressant. Merci du conseil. Puis j'étais Oui. restée à l'affût de ça. Puis même comme professeur, puis ça va m'amener au bon coup, là, même comme professeur, mais on reçoit beaucoup de conseils au début de notre carrière. Ben, il y a différents modèles de chercheurs, puis il y a différents modèles de carrière. Je dirais même pour un gestionnaire ou un étudiant qui se développe. Il y a différentes façons de faire sa carrière. Il y a des modèles plus linéaires, il y a des modèles plus éclectiques, que certains vont dire dispersés. Mais je dirais, mon bon coup, c'est d'avoir fait mon propre chemin. D'avoir écouté cette envie-là ou ce besoin-là que j'avais de retourner dans la clinique à ce moment-là, pour les relations que ça m'a donné, pour les apprentissages que j'ai faits avec les études que j'avais faites. J'avais un recul que je trouvais vraiment intéressant. Entendre les gens parler de l'université. C'est quand tu dis, bon, ben là, je ne peux pas être là, j'ai un examen, puis, tu es à l'adversité plutôt que l'université. Ben, dans le milieu, c'est vraiment fort, ces enjeux-là, puis de comprendre pourquoi, puis de plutôt de faire dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on peut pas, tu sais, l'université, ça sert à quelque chose, tu sais, plus d'être dans un mode de réaction, là, j'étais plus, ben c'est donc bien drôle ce que tu viens de dire là, tu sais, pourquoi toi, l'université, ça te parle pas? Puis de prendre le temps avec ces gens-là, ben là, il y a ça, puis là, ils sont tout le temps meilleurs que nous autres, ils nous disent quoi faire, puis ben c'est bien, Oui. bien, bien intéressant, tout ce que tu me dis là, tu sais. Ouais. Puis de dire, OK, comment moi, quelle attitude, puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi aux étudiants, beaucoup, quelle attitude comme universitaire, comme chercheur, vous voulez avoir avec vos partenaires. Si vous leur dites qu'ils ne sont pas bons,
Oui, ben vous avez passé à côté de votre mission. Si vous leur dites, regardez, vous êtes pas gentil, vous avez pas assez, vous êtes pas assez sensible, vous n'êtes pas assez ci, vous pourriez être ça, puis non, non, non. Bon, je pense qu'on passe à côté. Fait que ça, là, j'ai divagué un petit peu, là, mais le premier conseil, c'est de tracer son chemin, de répondre à ses questions, répondre à ses besoins. Puis on devient le chercheur ou on devient le professionnel qu'on veut avec tout ce qu'on va chercher, puis on amène nos expériences avec nous. Donc, il n'y a pas de modèle tout fait. Prenez les conseils, écoutez-les, comprenez-les surtout, puis voyez dans quelle mesure c'est pertinent pour vous ou pas. Puis ça, c'est mon premier conseil. Puis l'autre, ben, je pense que je l'ai formulé à. je l'ai entendu dans le sens où, de ce que je comprends, c'est finalement aussi suivre son intuition parce qu'il y a plusieurs parcours possibles. Oui, Puis un peu comme vous disiez tout à l'heure, quand on est nouveau prof, on va se faire conseiller oui, par nos pairs, j'imagine, mais il n'y a pas oui, un parcours, exact, une recette magique du bon professeur ou de la bonne chercheuse. exact. Euh, Puis ce que j'ai entendu aussi, c'est vous parlez beaucoup du contact avec le terrain, avec les milieux de pratique. Puis pour moi, ça résonne tellement avec l'ère dans lequel on vit maintenant. C'est ce changement de courant avec la vulgarisation scientifique, Oui. avec, le chercheur sort un peu de ses publications scientifiques pour aller vers le terrain, pour que ses recherches finalement ou que ses résultats impactent plus la pratique. Mm. Vous, apparemment, c'est quelque chose qui a été naturel chez vous depuis plusieurs années déjà. En fait, je pense que on fait pas de bonnes recherches si, ben, en tout cas, je pense, Oui, si on ne si on comprend pas les enjeux qui sont vécus par les gens qui sont sur le terrain. Tu sais, je travaillais avec des gens aux soins intensifs, puis il y avait cette idée-là de, bon, soins intensifs, on va dire, ah, il y a des fois de l'acharnement, il y a des fois, tu sais, il y a toute une construction autour de ça, puis comment les infirmières ou les cliniciens, des fois, se ferment de toute émotion, toute oui, réflexivité par rapport à ça. Mais ben, puis à un moment donné, on avait des travaux, puis avec une infirmière, puis j'ai un peu challengé. Je dis, ben, OK, toi, tu es parti, tu es devenu universitaire. Parfait. Cette personne-là, oui, elle s'est fermée émotivement, mais elle est restée. oui. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rester avec les patients. Elle voulait continuer, tu sais, à être au front, à être au chevet. Puis, fait que, juge pas son choix. Tu sais, puis juge pas comment elle cope ou comment elle s'adapte à ce qu'elle vit, puis toutes les souffrances qu'elle voit, tout ça. C'est un peu prendre du recul par rapport à ces éléments. Des fois, on a tendance, comme universitaire, à s'indigner, puis à se dire, ah, ça n'a pas de bon sens, ou c'est pas bon, X, Y. Non, non, ils sont là. Puis déjà, pour ça, ils méritent tout notre respect, puis notre travail, c'est de les aider. Puis, ça m'amène aussi à vous poser la question, tu sais, votre parcours est maintenant dessiné, mais est-ce que la jeune Diane de 19 ans avait prévu déjà tout ce parcours, tu sais, de commencer par la clinique, de faire de la recherche et de la clinique en même temps, ensuite de la recherche. Est-ce que vous l'aviez prévu tout ça ou est-ce que... Ben, là, ça, c'est un peu. J'étais très naïve, mais en même temps, je suis quelqu'un de très, bon, très spontané. Ceux qui me connaissent, là, bon, puis je dirais pas que je l'ai planifié. Je savais pas que je serais professeur bon, avec les fonctions que j'ai aujourd'hui. Mais je me rappelle, tu sais, quand je vous ai dit que j'étais un petit peu différente, ben, en deuxième année de technique, la professeure en introduction nous dit, ben, dans quel domaine vous aimeriez travailler? Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Tout le monde disait, bon, on était une trentaine de personnes dans le groupe. Ben, j'aimerais travailler en obstétrique, en néonate, à l'urgence, aux soins intensifs. Ben, je dis, ben, moi, je veux être présidente de l'Ordre des infirmières. OK, Tout simplement. c'était clair. Ouais. Je ne veux plus être présidente de l'Ordre des infirmières, mais tu sais, je me suis toujours sentie en marge, mais j'ai toujours été probablement en Ouais. marge aussi. Fait que je ne l'ai pas prévu, mais cette Ouais. volonté-là de rassembler, d'être dans l'innovation, la construction, ça a toujours été très, très, tu sais, ça fait partie de moi, là. Puis, de ce que je comprends, c'est que vous vouliez être
directrice de... Mais en même temps, en ce moment, vous êtes directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie et Michel Sarrazin et co-directrice de RQSPAL. Oui, Donc, il y a aussi l'âme de gestionnaire qui, je pense, est en vous. Gestionnaire, je ne sais pas, mais je me suis rendu compte avec le temps. En fait, j'aime travailler en équipe. Oui. J'adore travailler en équipe, j'aime créer, puis je pense que dans les forces que j'ai, c'est de voir ce que les gens sont capables de faire de bien, puis de les motiver, puis de les aider à se dépasser. Comme ça, moi, ça m'aide à me dépasser. Fait que c'est pas tant gérer les gens, mais plutôt rassembler des personnes Mobiliser, oui. avec des hauts potentiels Ouais. au profit de quelque chose. Puis c'est ça, dans le fond, que j'essaie de faire dans toutes mes fonctions. Comment on peut se dépasser, comment on peut travailler tellement bien ensemble qu'on crée quelque chose qui nous dépasse. Puis, j'ai envie de vous dire, un bon nombre de nos auditeurs et auditrices sont des étudiants au cycle supérieur, maîtrise, doctorat. Puis, durant ces 2 cycles, ben, on est d'accord qu'il y a beaucoup de moments de doute, des épreuves qu'on peut vivre. Oui, Est-ce que vous en avez vécu oui. ou est-ce que vous voulez partager quelque chose aux auditeurs pour que ça soit inspirant? Peut-être il y a des personnes qui vivent ou qui ont vécu des choses un peu similaires, qui pourraient se dire, bah, ah, elle a réussi, puis je pourrais aussi Oui, réussir moi aussi. ouais, absolument. En fait, c'est parsemé d'embûches. Ouais. Les études supérieures, même une carrière professionnelle, je pense que c'est le cas. Surtout quand on a en fait, des grandes ambitions, mais même c'est difficile, tu sais, le monde du travail et les études supérieures. Donc, juste reconnaître ça, c'est la première chose. Moi, j'ai eu différentes expériences, notamment au PhD. Une étudiante, par ailleurs, en fin de parcours, mais quand même, puis il y avait une professeure qui était là, puis qui m'avait dit, ben, dans le fond, ceux qui font des études, en fait, des études graduées, puis ceux qui font des PhD, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de travailler. Oh, ouais. Dans le fond, c'est qu'ils ne sont pas capables, tu sais, soit d'être infirmiers ou, tu sais, ils ne sont pas capables de gérer le stress associé à ça, puis ils ne sont pas assez bons. Puis ça m'a, vous comprenez, Ouais, très affectée parce que j'avais un peu toujours ce sentiment ouais. d'imposteur-là. Mhm. Mais même si tu sais, j'étais capable de faire mon travail, tu sais, je m'intégrais aux équipes, mais pour moi, j'avais l'impression que c'était plus difficile que les autres. Donc ça, ça m'a vraiment frappée. Puis marqué. Puis je me dis, ben pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Mais à différents, puis bon, et ça, les étudiants vont avoir ça pour différentes expériences, que ce soit par rapport à être capable d'écrire son mémoire ou sa thèse ou d'être capable d'écrire un article. Ou, tu sais, il y a des gens sans le vouloir ou en le voulant, parce que c'est comme ça la vie, vont te faire remettre en question, vont remettre en question tes capacités ou de dire, ben, es-tu sûr que c'est le bon moment de faire des études graduées? Es-tu sûr que tu es à la bonne place? Puis là, tu te dis, ouch! Puis ça remet en question tout Ouais, notre sens, tout ce qu'on pense. Donc ça, mon conseil, ou en tout cas, à différents moments, ça m'est arrivé. ouais, Toujours revenir à son essence de pourquoi je le fais, puis de prendre un moment de dire, bon, pourquoi il me dit ça? ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Au-delà de la réaction de voyons donc, elle est donc bien méchante, puis tout ça, méchante ou méchant, ou tu sais, de ne pas s'arrêter à ça, puis de faire un bilan, puis d'aller chercher des ressources pour s'aider, tu sais, soit à gérer l'anxiété ou gérer ce stress-là que ça peut amener. Générer. Ouais, Exactement. Mais je dirais oui, plusieurs embûches, puis de voir que ces embûches-là vont être cycliques. Ils vont revenir régulièrement. C'est pas le cas juste des études supérieures, c'est rendu prof, c'est rendu titulaire, c'est rendu à différents moments. Ça fait partie du monde. Puis on essaie de s'entourer de meilleures personnes possibles, mais on n'est pas à l'abri de ça. Donc, juste d'avoir du recul, de dire on n'est pas seul, puis je dois
dès la première embûche, dès la première difficulté, ou dès que la première personne remet en question mes compétences, ma capacité ou mes motivations à faire ce que je fais, de s'en servir pour se solidifier, puis de raffermir ce pourquoi on le fait. Ça, c'est Puis un dernier conseil que en fait, peut-être que c'est un livre que j'ai découvert tard, mais que je conseillerais aussi aux étudiants comme lecture. C'est un petit livre, c'est Bruno Latour, c'est Le métier de chercheur. Puis ça fait comprendre que c'est pas juste la connaissance scientifique, en fait, ça questionne d'abord c'est quoi la connaissance scientifique versus la recherche, tout ça. Mais ça dit aussi c'est quoi l'entreprise d'être chercheur, puis qu'on a besoin, il y a besoin des amis, on a besoin d'amis, puis on s'inscrit, toute la question des courants, puis des groupes dans lesquels on s'associe, puis d'être un petit peu plus, de se sortir de son projet, de se sortir de son université pour voir que c'est un monde en soi. Oui, exact. Ouais. Ça permet de relativiser ces attaques-là, de comprendre pourquoi il me dit ça, cette personne-là. Puis là, quand il jase avec son directeur, le directeur a déjà critiqué un de ses travaux ou va en contradiction avec ce qui l'autre a dit un jour, puis là, quand il se reprend sur ses étudiants, des fois, c'est inconscient, mais ça existe, puis il faut juste prendre ça pour ce que c'est, puis on continue notre chemin là-dedans. C'est super inspirant, en tout cas, de vous écouter. Puis, je sais que le temps file et que votre agenda est bien rempli. J'ai une dernière question. Si vous pouviez parler à la jeune chercheuse Diane, la jeune clinicienne que vous étiez, quel message vous aimeriez lui transmettre? Oh my! Quel message j'aimerais la jeune Diane? Je dirais... lâche pas. Peut-être un peu les messages que je viens de dire, c'est-à-dire prends du recul par rapport à ça. Fais-toi-en pas trop. J'ai une image d'un moment donné, il y avait un assistant infirmier-chef, j'avais un opéré à 3h30, le quart de travail fini à 4h moins quart, puis j'avais dit, écoute, j'ai pas eu le temps de rien faire, je finissais mes dossiers, voyons donc, t'as même pas pu faire ça, t'as pas pu faire ça. La personne, c'était une blague qu'elle me faisait, puis je l'ai appris plus tard, dans le sens, j'ai appris à le connaître, c'est devenu une amie, mais sur le coup, là, quand j'ai eu ça, puis que la personne m'avait dit ça, j'avais pas eu le recul, je l'avais pas pris en blague. Puis j'ai passé genre une semaine à pleurer, je pense, parce que je n'avais pas, pour moi, c'était vraiment, j'avais pas été assez compétente. Exact, Fait que je dirais ça, calm down, prends ça, avec un grain de sel, sans dire tu t'en fous, mais on s'en met beaucoup sur les épaules, puis j'ai eu tendance à m'en mettre beaucoup, mais si je pense aux cliniciens qui essaient de faire de la recherche ou même des jeunes chercheurs qui ont l'impression qu'ils devraient déjà avoir 5 publications en maîtrise, puis qui devraient déjà tout savoir de la rédaction scientifique ou tout ça, attends, prends ton temps, fais-toi confiance, mange les bouchées une à la fois. Ce serait ce que je dirais à la jeune Diane. Et aussi à tous les étudiants qui nous écoutent. Merci infiniment sur ces bons mots. Je vous remercie infiniment pour votre intérêt, pour votre partage très authentique. Je l'ai entendu, moi je suis étudiante, puis je pense que je suis la première à avoir bénéficié de ce que vous venez de dire. Puis je vous souhaite une bonne suite de carrière dans ce que vous faites. Ça m'a fait très, très plaisir. Puis je vous remercie de m'avoir invité pour partager ces quelques petites réflexions sur mon travail, ma carrière. Merci beaucoup. Merci.